Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler de mes lectures pour la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui j'ai donc 12 livres au total dont je voudrais vous parler, donc on va commencer sans plus tarder. Pour démarrer, j'ai lu le roman Cemetery Boys par Hayden Thomas. C'est un roman qui est publié dans la collection Naos qui appartient à ActuSF et Mnemos, et en l'occurrence c'était pour la partie ActuSF. Donc voilà, c'est une collection, on ne sait pas très bien ce qu'elle va devenir, on n'a pas trop de nouvelles de ce côté-là pour l'instant, étant donné qu'il y a eu une fermeture des éditions ActuSF qui ensuite ont été reprises par un nouveau groupe éditorial, donc je ne sais pas ce qui va en être de cette collection jeunesse. En tout cas pour ce qui est de ce roman-là, c'est vraiment un roman parfait pour la période d'Halloween. On suit ici l'histoire de Yadriel, c'est un jeune garçon trans qui est d'origine latino-américaine et qui vit dans une famille où vraiment tout le monde a un lien avec les morts, avec la sorcellerie, etc. Les hommes sont donc des passeurs qui sont habilités à envoyer les fantômes vers l'au-delà afin de leur permettre de passer dans l'au-delà, et les femmes, elles, sont des guérisseuses. Yadriel, du coup, comme c'est un garçon trans, il a un petit peu de mal à se faire accepter vraiment comme homme et il cherche un peu à prouver à sa famille que oui, il est bien un bourreau et qu'il peut vraiment accomplir ces tâches qu'effectuent les hommes. Comme sa famille lui refuse les rites d'entrée dans l'âge adulte, il décide de faire ça de son côté avec sa meilleure amie Maritza, qui est vraiment un très très chouette personnage. Et il convoque donc un fantôme afin de l'aider ensuite à passer dans l'au-delà. Yadriel décide donc de ramener son cousin qui s'appelle Miguel et qui vient de disparaître vraiment la nuit dernière et dont on a annoncé le décès. Sauf que quand il va convoquer son fantôme, et bien c'est pas Miguel qui va arriver mais c'est Julian. Julian, c'est un adolescent qui est lui aussi d'origine latino-américaine et qui a lui aussi a priori été tué la nuit dernière, sauf que pour le coup il n'était pas au courant qu'il était mort et ils ont aucune information. Donc pour pouvoir réussir à le faire passer, ils vont devoir comprendre vraiment ce qui s'est passé. Yadriel et Maritza vont donc se lancer dans cette petite enquête accompagnée de Julian, et c'était vraiment un titre que j'ai trouvé vraiment très chouette. C'est un roman qui met à la fois en lumière la communauté Latinx aux États-Unis et qui met également en lumière la communauté LGBT, et plus particulièrement avec son personnage principal qui est trans. C'est vraiment un très très chouette récit dans lequel l'auteur Hayden Thomas du coup a mis pas mal de son vécu à lui, et c'est un titre que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça très chouette, j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance qui est proposée, l'immersion vraiment pleine dans la culture latino-américaine à l'approche du Dia des Muertes. Je suis désolée, j'ai pas fait espagnol. Enfin bref, du coup à l'approche de la fête des morts en tout cas. Vous l'aurez compris, du coup c'est un titre que j'ai vraiment apprécié, même si je dois dire qu'il n'est pas non plus complètement exempt de défauts. C'est un premier roman et il y a quelques petites choses qui auraient pu être encore mieux. Notamment je trouve qu'il y a certains éléments narratifs qu'on voit un petit peu venir. Pour ma part j'avais deviné pas mal de choses par rapport à la fin. Après je dois dire que ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, ça m'a pas du tout gâché ma lecture. J'ai écouté en grande partie en version audio, même si j'ai la version papier ici avec moi, et la version audio était vraiment très très chouette, donc ça peut aussi être un bon moyen pour le découvrir, et il est également sorti en version poche. Ensuite on change complètement de registre puisque je vais vous parler du roman Le vent dans les saules par Kenneth Grahame. On est ici sur un roman classique jeunesse. C'est un titre anglais qui est sorti je crois en 1908, quelque chose comme ça pour la première fois. Et on est ici sur un titre qui est un peu un précurseur de la fantaisie animalière. La fantaisie animalière, c'est un genre littéraire dans lequel on a différents animaux qui parlent entre eux, qui peuvent effectuer des métiers, etc. Tout ce genre de choses, donc ce qu'on va pouvoir retrouver par exemple dans Mémoire de la forêt qui est sorti récemment, ou encore dans le dessin animé des animaux du bois de Katsu par exemple, si jamais ça parle à certains d'entre vous. En tout cas vraiment c'est un livre qui a inspiré des tas et des tas d'œuvres ensuite, donc c'est pour ça que j'avais envie de le découvrir. C'est un titre que j'ai plutôt bien apprécié, j'ai trouvé ça plutôt chouette à suivre. On suit les aventures de plusieurs petits animaux, dont l'un d'entre eux, Monsieur Crapaud, est un grand vantard, menteur et voleur compulsif qui se retrouve emprisonné, et ses amis animaux essayent comme ils peuvent d'essayer de le raisonner. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé chouette. Par contre c'est vrai qu'on sent un petit peu que c'est un titre ancien dans le sens où il y a quasiment aucun personnage féminin, et les rares personnages féminins qu'il y a franchement c'est pas glorieux. Et au niveau de ce qui est de l'écriture, je pense qu'en anglais ça doit être assez compliqué à lire parce qu'on est sur un titre jeunesse, mais un titre jeunesse écrit avec une plume très travaillée, comme c'est pas mal le cas en fait de romans jeunesse, parce qu'on estime que c'est un petit peu ce qui va aider à développer le langage des enfants. Mais voilà, en tout cas du coup c'est pas forcément ce qui est le plus accessible en termes d'écriture, mais je suis contente de l'avoir enfin découvert. Ensuite, j'ai lu un roman fantastique adolescent, à savoir Ici se cachent les monstres par Amélinda Berube. C'est un titre que j'avais très envie de découvrir, j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça allait donner. Je m'étais vraiment laissée tenter par cette très très chouette couverture. Pour ce qui est du résumé, on suit l'histoire de Sky qui a 16 ans, elle a sa petite sœur qui a maintenant je crois 12 ou 13 ans,
qui vient de disparaître. Sa petite sœur Deirdre, c'est une jeune fille qui était vraiment particulière, qui est vraiment en marge de la société, qui est considérée comme étant bizarre. Elle a une grande fascination dans laquelle elle se prend pour une sorte de reine ou de princesse, et dans laquelle sa sœur doit jouer le rôle de chevalière et être celle qui la protège. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé très prenant et que j'ai dévoré sur une soirée. J'ai particulièrement aimé la première moitié, puisqu'en fait c'est un titre alors qui se passe en 3 parties qui sont délimitées là, par des pages noires. Mais en fait moi pour ma part j'ai plutôt vu 2 moitiés assez distinctes dans le récit. On a une première moitié dans laquelle il n'y a pas d'éléments fantastiques, quelques toutes petites choses qui commencent à apparaître et qui font qu'on se pose quelques questions. Et ensuite à partir de la moitié on a les éléments fantastiques vraiment qui sont présents. Et pour ma part, j'ai plutôt préféré la première moitié dans laquelle on avait vraiment juste l'histoire de cette disparition. On revient un petit peu sur le passé de Deirdre pour apprendre à la connaître de cette manière-là, puisque sinon tout le récit on suit Sky, donc sa grande sœur. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a les éléments fantastiques qui apparaissent, j'ai été un peu moins emballée. Ça m'a quand même plu, mais voilà, c'est moins ce qui me parle, en tout cas par rapport à ce qui est proposé ici comme élément fantastique. Par contre, je dois dire que j'ai bien aimé la fin, j'ai été assez surprise des choix qui étaient pris. En tout cas, voilà, je suis contente de l'avoir découvert, c'est un titre que j'avais envie de lire. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé ça très prenant et l'ambiance fonctionne bien également, même si je m'attendais peut-être à quelque chose d'encore plus sombre. En parlant de quelque chose d'encore plus sombre, ensuite j'ai lu La Cité diaphane par Anouk Faure, c'est publié aux éditions Argile. On est ici sur un roman de fantasy adulte et plutôt de dark fantasy, c'est pour ça que je disais que c'était quelque chose d'assez sombre. La dark fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy qui n'est pas forcément toujours super bien délimité, dans lequel on a en gros des éléments fantasy qui se mêlent avec un petit peu d'horreur, ou en tout cas de choses inquiétantes, de choses sombres, de meurtres un peu sanglants, enfin voilà, en tout cas des choses voilà, un peu plus sombres en règle générale. Pour ce récit-là, on va suivre l'histoire d'un archiviste qui est envoyé dans la cité de Roche-Étoile. Roche-Étoile, c'était une ancienne cité vraiment très réputée, sauf qu'elle est tombée complètement en ruine et en désuétude au fur et à mesure des années. Et donc ce conteur est envoyé là-bas et bien tout simplement pour consigner la fin de la cité de Roche-Étoile. Les éléments vont prendre une tournure un petit peu inattendue, il va y avoir quelques retournements de situation à l'intérieur de ce récit. Il y a particulièrement un retournement de situation vers le milieu du livre qui change vraiment la donne pour la suite, et puis un autre qui se situe plutôt vers la fin. En tout cas, c'est un titre pour ma part que j'ai bien apprécié, même si c'est vrai que j'étais peut-être plus emballée par le début du récit dans lequel on découvre vraiment la cité de Roche-Étoile à travers les yeux de l'archiviste que par la suite, même si les retournements de situation étaient franchement inattendus, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, je tiens à préciser que c'est un récit qui a une écriture qui est quand même assez poussée, assez travaillée, et qui fait que c'est pas forcément le récit le plus accessible qui existe. Pour ma part, je l'ai lu pendant que j'avais le Covid et c'était pas forcément la meilleure idée du monde parce que du coup j'avais pas une capacité de concentration très énorme et du coup mon cerveau avait tendance un petit peu à divaguer, et dès que je commençais à divaguer, du coup j'étais un peu perdue dans le récit, il fallait que je revienne en arrière pour voir exactement où est-ce que je me situais, etc. Mais voilà, en tout cas c'est un titre que j'avais très envie de découvrir, j'étais très intriguée par son résumé et je suis contente de l'avoir découvert. C'est vraiment très bien écrit, Anouk Faure a vraiment une belle écriture, et en plus de ça Anouk Faure est illustratrice et plus particulièrement elle fait des gravures. Et du coup il y en a certaines à l'intérieur du récit qui viennent accompagner le titre. Donc c'est dans un style qui est assez sombre. Donc voilà, on va voir par exemple celle-ci quand l'archiviste arrive à Roche-Étoile. Après ce roman un peu trop compliqué pour mon cerveau encore covidé, je suis passée à des titres plus faciles à lire, avec 2 titres jeunesse aux éditions du Chat Noir dans leur collection des Châteaux hantés. Je vais commencer tout d'abord avec Moor House par M.G. Le Floch. C'est sous-titré La Maison de la Lande et on est donc sur un roman jeunesse fantastique dans lequel on va suivre l'histoire d'Abigail qui vient d'emménager avec sa famille à Moor House. Et Abigail va découvrir que cette grande maison Moor House a un rôle un petit peu particulier à jouer par rapport aux fantômes. Je sais plus exactement si dans ce récit-là on parle de fantômes ou on parle d'âmes ou d'autres choses, je vous avoue que je me souviens plus. Mais en tout cas cette maison c'est une sorte de portail, de lieu de passage, et on va découvrir que ça a un lien assez particulier avec Abigail puisque elle-même a une histoire particulière avec les fantômes et avec un fantôme en particulier qui lui était déjà apparu avant qu'elle arrive dans cette maison-là. On va donc apprendre à découvrir tout ça et c'est un titre que j'ai vraiment trouvé touchant. C'est un titre avec une écriture qui est assez travaillée, c'est à la première personne. On est ici aussi plutôt sur un jeunesse qui cherche à enrichir le vocabulaire, je pense, des enfants. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est vrai que je m'attendais peut-être à quelque chose d'encore plus touchant. Je pense que par rapport au récit qui est proposé, par rapport à l'histoire qui est proposée, ça aurait pu être encore plus touchant pour que ça me plaise encore plus. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir découvert. C'est un roman qui est intéressant par rapport au sujet du deuil. Et même s'il y avait quelques petits soucis de rythme avec certains éléments qui étaient un petit peu lents et d'autres qui étaient un petit peu plus précipités, ça reste une chouette lecture pour ma part et un titre que je vous recommande de découvrir.
Pour ce qui est du second, donc L'ombre de l'Ankou, ici c'est écrit par Jean Vigne et toujours dans cette collection c'est encore une fois donc un jeunesse fantastique. On est ici sur un récit qui mêle pas mal d'éléments qui me faisaient super envie puisqu'on est sur un récit dans lequel on suit une jeune fille qui va emménager avec ses parents dans une maison en Bretagne et on est vraiment sur un récit qui est immergé dans les légendes bretonnes avec notamment la légende de l'Ankou qui est une sorte de passeur, c'est pas exactement ça mais voilà c'est ce qui va s'en rapprocher. C'est un récit qui ici aussi parle du sujet du deuil mais également de la maladie et de pas mal d'autres choses. Donc voilà, c'est vrai que ça me tentait vraiment bien. Pour le coup on est ici aussi sur un récit à la première personne mais l'écriture n'a absolument rien à voir avec le précédent. On est ici comme je le disais sur une écriture qui est très dynamique et également très moderne, assez orale finalement. Malgré tout je dois dire que ça a plutôt été une petite déception puisqu'il y avait tous ces thèmes qui m'intéressaient mais j'ai pas forcément tellement apprécié la manière dont tout était mis en place. Je trouve qu'il y a certaines choses qui vraiment manquent cruellement de modernité dans ce récit-là, certains éléments qui auraient mérité d'être traités différemment, certaines remarques qui peuvent exister, et puis également un élément en particulier qui moi m'a vraiment un peu dérangée à ma lecture, qui est que notre personnage principal, on nous dit qu'elle se lève la nuit pour aller manger plusieurs mousses au chocolat, qu'elle ne peut pas s'empêcher de manger des tas et des tas de bonbons et tout ce genre de choses. Et pour moi clairement ce sont des choses qui me font beaucoup penser à de la boulimie et peut-être qu'il serait là un petit peu pour compenser un manque ou une peur du manque, une peur de la perte étant donné que sa mère est malade. Sauf que c'est pas du tout abordé par l'auteur et on nous dit juste que c'est une fille très gourmande. Du coup j'ai trouvé ça un peu dommage de ce côté-là. Je trouvais qu'il y avait certaines choses quand même qui étaient un peu maladroites ou pas forcément exploitées. Donc pour le coup celui-ci c'est pas forcément celui que je vous recommande dans la collection des Châteaux Hantés qui dans l'ensemble est une collection que j'aime vraiment beaucoup. Toujours aux éditions du Chat Noir mais cette fois-ci une novella de leur collection plutôt adulte ou en tout cas grand adolescent. Il s'agit du titre Sang d'écume par Magali Lefebvre. C'est un titre que j'étais vraiment très curieuse de découvrir, l'ambiance me faisait vraiment super envie puisqu'on est sur un récit qui mêle à la fois un côté un peu fantastique et horreur, des questionnements autour de la folie et tout ça avec une ambiance maritime. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça me plaise. Dans ce récit-là, on va suivre l'histoire de Mélie. Mélie, c'est une jeune femme qui s'est engagée dans la marine nationale et qui travaille sur les bateaux, sauf qu'elle a elle-même une histoire particulière avec les bateaux étant donné qu'elle a survécu à un naufrage quand elle avait 4 ans et que lors de ce naufrage, son père est décédé et qu'elle en est revenue avec des runes tracées dans le dos dont elle ne connaît pas vraiment la signification. C'est vraiment un grand mystère et quelque chose d'assez tabou, sa mère refuse complètement d'en parler avec elle. On va donc la suivre dans toute cette histoire alors que certains éléments commencent à se passer et que son bateau dans lequel elle travaille est pris dans une tempête et que certaines choses rappellent mystérieusement la nuit durant laquelle son père est décédé. Comme je vous ai dit, c'est un récit qui questionne pas mal la folie puisqu'il questionne finalement un petit peu de savoir si ça relève plutôt des éléments fantastiques, si c'est quelque chose qui relève de la folie, et puis on va voir qu'il y a aussi un grand poids des secrets et du passé dans ce récit-là. Et c'est un titre que j'ai trouvé vraiment très prenant, j'étais vraiment captivée à l'intérieur, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Il y a un seul élément que pour ma part j'ai trouvé pas vraiment nécessaire qui concerne l'ex-copain de Mélie. J'ai bien aimé les résolutions finales, la manière dont tout était abordé. J'en ai pas lu énormément de cette collection de novellas, mais les deux que j'ai lus étaient vraiment très chouettes. L'autre que j'avais lu c'était Lullaby, et pour le coup celui-ci je l'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous parler rapidement d'une lecture audio puisque j'ai écouté la version audio de Mémoire de la forêt, donc l'adaptation en podcast par Michael Brun-Arnaud. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé très très chouette. On n'est pas vraiment sur un livre audio dans le sens où c'est pas une lecture du roman Mémoire de la forêt, mais sur une adaptation audio dans laquelle ils ont fait appel à différentes personnes afin d'incarner les différents personnages. On a également une mise en chanson de certaines choses et puis à côté de ça par contre on a moins d'éléments de description, ce qui fait que c'est plus court que juste une lecture audio du récit et je trouvais ça vraiment très très chouette, c'est très vivant, c'est très mignon. Pour ma part je l'ai écouté sur Nextory où il est disponible en version intégrale, donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à le découvrir, j'aurais pas forcément plus de choses que ça à vous en dire. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Mémoire de la forêt, on est donc sur un récit dans lequel on a différents petits animaux qui exercent des métiers et qui échangent entre eux. Et dans le premier tome, on découvre un renard qui tient une librairie et il a son ami Ferdinand Taupe qui va venir chez lui et va lui dire qu'il souhaiterait acheter le livre qu'il avait écrit et qu'il avait lui-même déposé dans la librairie, qui en fait est le livre de l'histoire de sa vie, l'histoire de ses souvenirs et qu'il a besoin de retrouver puisqu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout qui est donc une métaphore de la maladie d'Alzheimer. Pour ma part c'était un récit que j'avais vraiment beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé également le tome 2, j'ai pas encore lu le troisième tome, je me le garde pour cet hiver, mais j'ai vraiment été très contente de pouvoir retrouver ces personnages et cette histoire dans sa version audio et j'espère du coup que la suite sera également adaptée en version audio. Pour terminer, côté roman, je vais vous parler cette fois-ci pas vraiment d'un roman mais d'un recueil de nouvelles avec Le Jardin des Silences par Mélanie Fazi.
Mélanie Fazi, pour ma part, je l'ai découverte en tant que traductrice de Brandon Sanderson, puisque c'est elle qui a traduit la majorité de son œuvre. Et j'avais appris par la suite qu'elle avait elle-même écrit quelques romans et puis également pas mal de nouvelles. J'avais lu déjà son premier recueil de nouvelles qui s'appelle Serpentine et j'avais trouvé ça vraiment chouette. Et du coup je me suis laissée tenter cette fois-ci par Le Jardin des Silences, étant donné que ce sont des nouvelles qui sont souvent assez sombres, un peu dérangeantes, etc. Ça se prêtait plutôt bien également à la période d'Halloween. Comme ce sont des nouvelles, ça va être un petit peu compliqué de vous faire un résumé puisqu'il y a pas mal de thématiques différentes qui sont abordées. Mais dans l'ensemble, je pense que j'avais préféré le recueil Serpentine dans le sens où il y avait un petit peu plus une toile de fond commune. D'après moi, Serpentine explorait un petit peu les différentes peurs générales qui peuvent exister et qui peuvent être communes, je pense, avec pas mal de personnes différentes. Pour le coup, dans celui-ci, j'ai un petit peu moins trouvé de trame conductrice. On a vraiment des histoires très différentes les unes des autres. Il y en a certaines forcément qui m'ont plus parlé que d'autres. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. Je vais continuer à lire ce que j'ai d'autre de Mélanie Fazi et je serais curieuse de découvrir ses romans, même si elle a dit elle-même que c'était pas forcément ce qu'elle préférait écrire. Et j'ai également lu d'ailleurs ces 2 titres de non-fiction que j'avais trouvé vraiment très chouettes. Et du côté de l'écriture, Mélanie Fazi a vraiment une très jolie plume. Donc voilà, si vous êtes plutôt amateur de nouvelles, du genre fantastique, des choses un petit peu dérangeantes, etc., pourquoi pas vous tourner vers les ouvrages de Mélanie Fazi. Je pense qu'ils sont tous disponibles en poche. Pour terminer, on va pouvoir passer aux 3 titres graphiques que j'ai lus sur la fin de ce mois d'octobre. Tout d'abord, j'ai lu l'adaptation en bande dessinée de Nevermore par Jessica Townsend. Autant le roman est australien, autant cette adaptation en bande dessinée est vraiment française. Et c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Je pense que vous pourrez tous craquer sur cette très jolie couverture. Et les planches à l'intérieur sont vraiment très belles. C'est des planches qui sont très colorées, très lumineuses. Et c'est également des planches qui sont vraiment très remplies et très riches, aussi bien en détails et en dessin qu'en texte bien souvent. Étant donné qu'on a ici une bande dessinée au format assez standard, donc je crois qu'elle doit faire 56 pages, et qu'elle adapte à peu près la moitié du premier tome de Nevermore, en sachant que ce roman doit faire à peu près 500 pages, quelque chose comme ça. Donc c'était quand même assez costaud de faire rentrer la moitié de tout ça, avec toute la construction de l'univers, tous les personnages, tous les différents enjeux, etc. qui peuvent se passer dedans, dans aussi peu de pages, et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Pour moi c'est une adaptation super réussie. Donc si vous aviez envie de vous lancer dans Nevermore mais que vous hésitiez toujours, ben pourquoi pas, ça peut être une chouette chose. J'espère vraiment que cette adaptation va continuer, qu'on ait la suite des aventures de Morgan Crow dans cette version illustrée, parce que c'était vraiment un plaisir pour les yeux. J'ai d'ailleurs appris que Nevermore allait être adapté en film, et plus particulièrement en film musical, et pour le coup ça va également être une création australienne, donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça donnera. C'est vrai que c'est un univers qui s'y prête vraiment très bien, c'est un univers qui est tellement riche qu'on a forcément envie de voir ça en version visuelle. Donc vous l'aurez compris, pour moi celui-ci c'est un sans faute. J'ai également lu en format numérique Héloïse et les larmes de givre. C'est écrit par Loïc Clément et ça fait partie de sa collection des contes des cœurs perdus, si je dis pas de bêtises. Pour ma part, c'était la première fois que je lisais l'un de ces récits-là. On est à chaque fois sur des récits qui sont vraiment courts. Celui-ci, je crois, fait 48 pages, donc le format encore plus court standard de la BD. Et à chaque fois il fait appel à des illustrateurs différents pour illustrer ces différentes histoires. Ce qui m'a attirée pour celui-ci, ce qui m'a fait le connaître, c'est le fait que ce soit illustré par Justine Cunha, qui a vraiment un style graphique très particulier et qui avait travaillé sur la série Dans les yeux de Lia, que j'avais vraiment bien apprécié. Pour ce récit-là, on est sur un récit dans lequel on va suivre Héloïse, qui est donc une hamadryade, si je dis pas de bêtises, qui vit vraiment dans une sorte d'oasis, dans un endroit qui est très protégé, qui est très magique et très gardé, très préservé du monde, dans lequel la nature est vraiment omniprésente. Sauf qu'il va y avoir un élément déclencheur et Héloïse va se retrouver embarquée dans toute une quête. Ça tombe bien parce qu'Héloïse, c'est une petite dryade qui est vraiment fascinée par le monde extérieur, qui a très envie de partir à l'aventure, mais c'est pas du tout quelque chose qui se fait pour les dryades. Donc voilà, on va suivre du coup toute son aventure. C'était vraiment tout mignon comme histoire. C'est un récit qui parle pas mal d'écologie, les planches sont très jolies. Par contre, c'est vrai que pour ce qui est de l'histoire en elle-même, voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Donc c'était tout mignon, je suis contente de l'avoir lu, mais c'est pas forcément le récit le plus marquant qui existe. Et pour terminer, j'ai donc lu Paix à mon âme par Sweeney Boo. Sweeney Boo, pour ma part, je l'avais déjà lu dans son titre qui s'appelait Eat and Love Yourself, qui était un titre qui parlait des troubles du comportement alimentaire dans un contexte d'histoire plutôt fantastique. Et c'était un titre que j'avais vraiment bien apprécié, que j'avais trouvé très original. Du coup, j'étais curieuse de découvrir celui-ci, et puis en plus de ça, il a quand même pas mal fait parler de lui. Donc c'est vrai que voilà, j'avais envie de savoir ce que ça allait donner. Dans ce récit-là, on est donc sur un titre qui se passe dans une école de magie, dans lequel on suit tout un tas de sorciers et sorcières. Par le passé, il y a déjà eu des disparitions qui ont été assez mystérieuses et qui ont vraiment été enterrées, mises sous le tapis. Sauf qu'il va y avoir une nouvelle disparition, et qu'en l'occurrence, c'est l'une des amies de notre héroïne principale qui va disparaître.
Celle-ci va donc se lancer dans sa recherche puisqu'elle trouve qu'il se passe pas forcément grand chose, qu'il n'y a pas tellement d'investigations qui sont mises en place pour essayer de la retrouver. Donc elle se décide un petit peu de se lancer de son côté pour essayer de la ramener. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé très chouette à suivre, l'ambiance était parfaite pour Halloween, les illustrations sont absolument sublimes, tout le côté mystère, etc. Voilà, j'ai trouvé vraiment que ça fonctionnait très bien, j'ai trouvé ça vraiment très chouette à lire. Pareil, j'aurais aimé que ce soit un titre qui me marque encore un petit peu plus, mais dans l'ensemble ça a vraiment été une chouette découverte. Pour vous montrer quelques illustrations, voilà à quoi ça peut ressembler. J'aime vraiment beaucoup aussi bien le style graphique que les couleurs, ou bien comme ceci pour les planches en intérieur. Donc vraiment une chouette lecture, pour le coup c'est un titre qu'on a pas mal vu passer, mais effectivement ça se prêtait vraiment parfaitement bien à la période d'Halloween. Sur ce, j'en ai donc terminé avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, s'il y en a certains qui vous tentent, ou bien à me dire ce que vous avez lu pour Halloween. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!